Quel est le point commun entre Elon Musk qui abandonne Mars pour aller vers la Lune et les entreprises de la Silicon Valley qui décident d'implanter des data centers dans l'espace? La réponse, c'est qu'ils croient aveuglément que l'avenir est dans l'espace. Et dans cette vidéo, nous allons comprendre comment ils souhaitent passer de la fiction à la réalité. Bon, pour revenir sérieusement 2 secondes sur la décision d'Elon Musk d'abandonner son astre favori qui était Mars pour aller directement vers la Lune, eh ben il faut revenir un petit peu dans le temps. Parce que déjà, il faut savoir que depuis toujours, Elon Musk a toujours fantasmé de vouloir coloniser Mars. Et cette idée-là, elle ne sort pas littéralement de nulle part, elle vient tout simplement de ses livres d'enfance et de ses références, dont étaient les comics, les BD, les livres de sci-fi, etc., qui lui ont donné littéralement l'idée qu'il fallait absolument coloniser Mars, de toute évidence. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand SpaceX a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur avec la fusée Falcon 9 et Heavy, et ben il a pu enfin lancer son projet qu'il rêvait toujours de faire, la plus grande fusée qui n'a jamais été construite, avec le plus gros booster qui n'a jamais été construit dans le monde pour coloniser Mars. Et pour tous ceux qui disaient que le Starship est tout simplement un gigantesque suppositoire géant qui sert à rien, et ben vous avez entièrement raison, parce que pour l'instant c'est inutile. Mais dans un futur beaucoup plus lointain où ces rêves seront possibles et accessibles, là ça va devenir beaucoup plus intéressant. Et donc si le Starship et le booster Super Heavy possèdent de telles dimensions, c'est tout simplement de pouvoir ainsi, à l'avenir, de pouvoir s'installer sur Mars en y implantant une base martienne, toutes les installations nécessaires pour pouvoir accueillir des astronautes à sa surface. Alors le projet, il est très beau sur le papier, mais dans les faits, il va falloir être sérieux 2 minutes. Non, parce que déjà, il y a une question que moi, personnellement, je me pose. C'est pourquoi il a choisi la pire planète à coloniser? Je veux dire, enfin, je vais vous lister les inconvénients parce que la liste est longue comme le bras, mais je vous jure, mais c'est aberrant. À sa surface, il y a des tempêtes de sable qui sont juste infernales et qui rendent l'utilisation de panneaux solaires mais c'est complètement inopérationnel. Et d'ailleurs, il y a un rover qui s'est retrouvé bloqué, hein, c'est pas une blague, à cause de ça. Et tant qu'on reste du côté des rovers au niveau de la comparaison, eh ben, il faut tout de même pas oublier la complexité que c'est pour pouvoir envoyer ces derniers sans qu'ils crament dans l'atmosphère. Parce que comme Mars, elle a une atmosphère qui est quand même légèrement présente, bah ça fait qu'il faut prévoir un bouclier thermique, un système pour pouvoir décrocher ce bouclier thermique et des systèmes de parachute, etc. pour pouvoir freiner sans s'écraser au sol. Bref, c'est juste un énorme bordel. Et le pire dans tout ça, c'est que même s'il y a une chance de pouvoir atterrir sain et sauf, et ben s'il se foire à une des missions, et ben c'est ciao pendant des mois, parce que la fenêtre de tir pour pouvoir retourner sur Mars, elle est tous les 26 mois. Donc en gros, entre chaque mission, c'est presque 1 an d'écart pour pouvoir envoyer une mission. Non, vraiment, c'est pas fou, quoi. Donc, en gros, pour vous résumer la situation, il veut se faire chier à développer tout un système complexe sur une planète qui est globalement aux conditions extrêmement chiantes et dont les fenêtres de tir sont quasiment, éternelles. Et tout ça avec aucune ambition au niveau entrepreneurial, parce que scientifique, ok, mais au niveau des ressources, il y a quasiment rien, quoi. Donc je vois pas l'intérêt, tout ça, pour moi, à mon avis, à part pour son fantasme de gosse, ça n'a aucun sens. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que à partir de cette année, Elon Musk a décidé de changer de cap pour passer de la planète la plus chiante à la planète qui aurait dû être son choix premier. Parce que dans les faits, et je vais pas vous faire la liste, hein, mais en termes d'avantages, déjà, la Lune, déjà, c'est beaucoup plus proche que Mars. Enfin, je veux dire, il y a quand même des millions de kilomètres qui les séparent, quoi. Je veux dire, à un moment donné, faut pas être un génie en mathématiques pour se rendre compte que c'est quand même plus facile d'aller sur la Lune que sur Mars, quoi. D'ailleurs, en voyant cette actualité, ça m'a fait repenser à un film que j'avais regardé il y a un petit bout de temps, qui était sorti en 2019 avec Brad Pitt, qui se nomme Ad Astra,
où dans ce film, et je vais pas vous spoiler si vous intéresse, à un moment donné, le personnage que Brad Pitt incarne, il doit ainsi se poser sur une base lunaire. Et quand on regarde au niveau de l'architecture et de la manière dont c'est fait, donc c'est pas non plus trop SF pour être irréaliste, mais c'est quand même crédible. Et je pense que, à mon avis, la base lunaire, à moyen et à très long terme, devrait ressembler à peu près à ça, dans les grandes lignes. Bon, plus sérieusement, cette base, elle a un but qui est assez flou, pour pas dire presque inconnu, et c'est un peu... Quand je vois ce projet de base, bah ça me fait penser à un autre truc. C'est que du côté des missions Artemis et du programme national de la NASA, de renvoyer des astronautes lunaires, bah eux, de leur côté, ils ont déjà leur propre base lunaire qu'ils veulent construire à eux pour le programme. Donc, grosso modo, s'il y a SpaceX qui s'entremêle avec la NASA, bah, ça va faire un peu doublon. Et dans les faits, ça l'est d'autant plus au niveau du contexte actuel de la NASA, dont le directeur est plutôt assez proche, pour pas dire vient du privé littéralement. En effet, Jared Isaacman, le nouveau administrateur de la NASA, vient littéralement du privé. C'est quelqu'un qui était de ce monde-là et qui a décidé... qui a été imposé par Trump de devoir diriger la NASA. Et quand il a dû mettre la main sur les différents programmes et les différentes activités, il y a eu les fameuses coupes budgétaires que l'on a pu voir par l'administration Trump, et ainsi on a pu voir notamment petit à petit que Jared Isaacman, il était plutôt intéressé d'inviter le privé à se joindre au programme Artemis et carrément rendre en effet la NASA complètement has-been et de complètement dépendre du privé et de n'ainsi plus lancer aucune mission ou aucune initiative de la part de la NASA. Bref, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, le privé n'aura jamais été aussi puissant qu'il n'est aujourd'hui. Mais est-ce que cependant, il faudrait sacrifier la NASA au nom du progrès ? Je sais pas. En tout cas, voyons ce que l'avenir en dira. Alors pour cette actualité, il faut déjà savoir que j'en ai fait un short, donc pour ceux qui l'ont vu, ils savent déjà de quoi je vais parler. Et pour ceux qui ne le savent pas, écoutez à l'instant, vous allez voir que ça va être très intéressant. Bon, je ne vous apprends rien en disant ça, mais je pense que l'IA à l'heure actuelle est l'une des plus grandes innovations du 21e siècle aujourd'hui, et c'est une technologie qui est vouée à perdurer dans le temps. Et par contre, ce qui est beaucoup plus sûr, c'est que, qu'elle divise ou pas, dans tous les cas, ça pollue, mais alors comme pas possible, et c'est une catastrophe. Je veux dire, on est littéralement en train de foutre des data centers sous hectolitres d'eau, voire même dans des congélos pour pas que les cartes graphiques elles fondent. Mais c'est juste hallucinant. Et moi de mon côté, quand j'ai vu ce truc-là, moi je me suis dit que de toute façon, à un moment donné, on va pas pouvoir forcément éternellement stocker autant de merde dans ces data centers sur Terre et qu'ils continuent à pomper l'eau et toutes les ressources pour pouvoir ne serait-ce que tourner de manière normale. Et que, personnellement, je pensais qu'ils allaient forcément à un moment donné évoluer et se délocaliser ailleurs et surtout dans l'espace ou alors sur la Lune. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette idée, c'était pas non plus une idée de merde puisque Google ou des entreprises comme xAI, l'entreprise de Elon Musk, ont décidé tout simplement de se pencher sur la question. D'ailleurs, pour info, xAI a d'ailleurs fusionné avec SpaceX. C'est d'ailleurs SpaceX qui a racheté cette division, donc c'est un rachat commun dans la même... Donc en gros, c'est comme si tu te donnais à toi-même... c'est comme si tu t'achetais toi-même. Enfin, c'est bizarre la transaction, mais grosso modo, voilà, c'est ça qui s'est passé. Et je pense que cette fusion, elle est pas pour rien. Mais bref, si on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure et à l'étude dont je vous parlais, on se rend compte tout simplement que l'espace est un moyen assez intéressant pour pouvoir refroidir passivement les data centers, puisque dans l'espace, comme il n'y a pas d'atmosphère pour pouvoir réguler la température, les écarts sont monstrueux. Ce qui fait qu'à l'ombre, la température, elle peut descendre à plus de moins 270 degrés, ce qui est absolument hallucinant, et ce qui permettrait ainsi de refroidir passivement les data centers sans aucun problème. Mais bon, en tout cas, cette explication elle est assez foireuse et vous allez très vite vous rendre compte que c'est bien beau d'être enthousiaste, mais on va être réaliste 2 minutes. Parce que certes, si on regarde du côté des écarts de température, je vous ai parlé que de la partie à l'ombre. Mais par contre, tout ce qu'il y a au soleil, mais c'est encore pire, on peut monter à plus de 100, voire à 200 degrés Celsius. Donc, littéralement, t'as un côté qui carbonise et l'autre qui gèle. Donc, on veut dire que
pour gérer cet écart de température, bon bah, faudra des systèmes assez foufous pour pouvoir gérer cet écart et faire en sorte de maintenir une température moyenne adéquate pour ce genre d'équipement. Et sans parler du fait que des panneaux solaires pour alimenter des data centers, faut littéralement des centrales nucléaires pour alimenter ces machins. Donc autant vous dire que faire ça avec des panneaux solaires, je ne pense pas que ça va être la bonne solution. Donc en tout cas, ça va pas forcément être la méthode en tout cas d'alimentation pour ce genre d'infrastructure. Sans parler du fait que ce n'est pas la seule contrainte qu'il faut prendre en compte. Il y a également aussi le fait que dans l'espace, il n'y a pas que des satellites ou des data centers, il y aura aussi également tous les débris spatiaux, toutes les collisions possibles qu'il faudra anticiper. Et ça, c'est quand même un des plus grands défis actuels de l'orbite basse terrestre à laquelle toutes les agences, toutes les entreprises y sont confrontées. Donc au final, je trouve que l'ambition en elle-même est assez intéressante sur le papier et qui apporte énormément d'avantages, tant au niveau de l'aspect des data, de l'IA, etc., de l'hébergement cloud, mais aussi également pour le climat et le changement climatique pourrait vachement aider si tout ça était délocalisé dans l'espace, mais dont les défis techniques sont encore assez énormes pour être relevés. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir comment StarCloud et les autres entreprises et les autres startups vont ainsi relever ce défi. Bon, enfin, pour en finir, parce que là, il est quasiment plus de minuit et que j'aimerais bien dormir, c'est tout simplement que il faut parler d'Artemis 2 et du report et des multiples problèmes qu'il y a avec ce programme et à se demander si au final, ce serait pas la Chine qui arriverait en premier face aux États-Unis sur la Lune. Parce que oui, en effet, si vous le saviez pas, la course à la Lune est enfin de retour. Et cette fois-ci, elle sera menée entre la Chine et les États-Unis, dont ils veulent être les premiers à retourner sur la Lune, mais pas à n'importe quel endroit. Parce que le pôle Sud, c'est littéralement un emplacement très stratégique, de par le fait que tout simplement, il est situé à une zone où les rayons du soleil sont quasiment omniprésents tout le cycle lunaire. Et contrairement aux phases de nouvelle lune où là la lune elle est complètement dans le noir, pour faire fonctionner une base lunaire, c'est pas terrible. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est tout simplement qu'il y a des ressources qui sont extrêmement utiles pour l'aérospatiale et notamment également pour le monde de la tech. Sauf que le problème c'est que du côté chinois, ils avancent mais extrêmement voire même plus vite que la lumière, enfin je veux dire, ils ont avancé à une telle vitesse et ils ont fait des progrès juste hallucinants et c'est à se demander justement s'ils sont pas en train actuellement de dépasser les Américains, surtout quand on voit à quel point les États-Unis sont en train de s'embourber, ne serait-ce que si on regarde du côté des reports d'Artemis 2. Et en interne, d'après ce que j'ai compris, c'est que, étonnamment, c'était quand même pas non plus une surprise, tous ces reports, etc. Et dans les faits, je pense qu'au niveau du temps de développement de ce que prend Artemis face à Apollo, on est plutôt kiff-kiff au niveau en termes des années. Et je pense que c'est tout simplement normal au niveau du temps de développement et pour mettre des nouveaux systèmes en place, surtout qui sont beaucoup plus complexes, surtout au niveau des nouvelles ambitions qui sont bien plus hautes que simplement retourner sur la Lune par rapport aux missions Apollo, c'est clair que c'est pas tout à fait la même chose. Sauf que le problème, c'est que comme je vous ai rappelé, les Chinois, ils avancent extrêmement vite. Et eux, de leur côté, ils ont déjà les infrastructures, les informations et tout est déjà quasiment presque mis en place. Et eux, ils visent l'horizon 2030-2035. Donc, plus les États-Unis prennent du retard, plus les Chinois et les Américains vont gentiment se rapprocher et ça va commencer à devenir extrêmement serré. Bon, en tout cas, pour remédier à ce problème, les États-Unis, en tout cas, ils ont plusieurs solutions qui leur permettraient tout simplement de pouvoir rehausser un peu le niveau et ainsi leur faire gagner du temps pour pouvoir développer les systèmes et respecter leurs deadlines et leurs objectifs. La première, ce serait tout simplement de pouvoir augmenter les budgets de la NASA. Sauf que si on regarde du côté du contexte et des coupures budgétaires qui ont été menées par l'administration Trump, je pense pas que les budgets de la NASA et également celui pour le programme Artemis va augmenter par magie comme ça, même si bizarrement c'est quand même Trump qui a initié son programme et qui décide à son mandat de le niquer derrière. Bon, c'est pas très logique tout ça, mais bon, en tout cas, à ce niveau-là, ça n'existe plus. En tout cas, je sais même pas s'ils le connaissent, ce mot. Mais bref. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera pas la solution envisagée par l'administration. Voilà.
Et surtout avec le nouveau directeur Jared Isaacman qui est orienté vers le privé, donc bon, c'est pas tout à fait la même dynamique. Et justement, du coup, la deuxième solution, ce serait donc de s'appuyer sur le privé. Et parce que, comme je vous l'avais dit, le privé apporte beaucoup plus d'avantages au niveau du temps de développement, dont ils sont capables en effet de raccourcir, mais de manière hallucinante, le temps de développement et réussir à sortir des trucs, mais complètement hallucinants, et qui rivalisent avec les agences nationales. Donc, bon, ça sera, je pense en tout cas, la solution à laquelle la NASA et le programme Artemis devra se contenter, c'est de reposer sur SpaceX et notamment Blue Origin, parce qu'il ne faut pas non plus négliger Blue Origin, surtout au niveau des avancées massives auxquelles ils ont fait. Bah, ça fait qu'aujourd'hui, on a un contexte qui est assez intéressant au niveau du privé, qui pourrait notamment apporter un énorme coup de boost face à la NASA, qui est un peu démunie et en manque de moyens. Et surtout parce que quand on sait qu'à l'heure actuelle, SpaceX est un petit peu boudé du côté de la NASA au niveau du Starship, parce que même s'il est un démonstrateur incroyable de ce que le Starship et de ce qu'il sera capable de faire, bah ça reste un démonstrateur. Et pour l'instant, il n'a absolument rien prouvé de ce qu'il était censé être capable de faire. Il n'y a toujours pas de transfert de carburant en orbite, et il n'a toujours pas fait un alunissage ou un test pour aller vers la Lune. Donc autant vous dire que le lanceur, il est loin d'être prêt. Et le truc, c'est qu'actuellement, la NASA, elle fait pression pour dire, mais les gars, vous pouvez pas vous bouger le cul, enfin je veux dire, ça fait des années qu'on attend, et même si nous on est en retard, mais on dépend de vous, quoi. Bon, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais bon, je pense que ça s'est un peu déroulé comme ça. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que la NASA, pour ainsi accélérer un peu le programme, elle a décidé tout simplement de faire en sorte qu'elle décide de réouvrir les contrats, parce que SpaceX était le choix numéro 1 de la NASA comme alunisseur, mais c'est plus le cas, puisque tout simplement, ils ont réouvert le contrat, et c'est peut-être Blue Origin qui pourrait le remporter. Du coup, ça relance un peu la course, et ça donne un aspect un peu de concurrence entre Jeff Bezos et Elon Musk, et la concurrence, de manière générale, c'est toujours bénéfique pour les consommateurs dans le cas d'un produit, parce que ça permet tout simplement que les entreprises se dépassent, elles évoluent, et elles permettent ainsi de faire avancer le plus possible la technologie, et dans ce cas de figure, si on reprend la métaphore, dans ce cas-là, c'est la NASA qui en bénéficie de pouvoir avoir non plus un seul alunisseur pour Artemis, mais 2 alunisseurs qui pourraient être possibles. En tout cas, j'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler et comment le retour sur la Lune va vraiment, en tout cas, devenir, je pense, l'un des événements les plus marquants de notre décennie, et de la fin de cette décennie, d'ailleurs, ironiquement, comme l'avait dit JFK. Donc, autant vous dire que ça va être assez intéressant. Et je vous invite notamment à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de la prochaine vidéo qui va parler beaucoup, voire et qui va faire un immense récapitulatif sur tout ce qui s'est passé au niveau du programme spatial, de comment il est né, comment il a été créé, comment Artemis va s'organiser autour de ça, mais beaucoup plus en détail que par rapport à cette vidéo. Bref, en tout cas, n'hésitez pas également à commenter cette vidéo pour savoir si ce que je dis, c'est de la merde ou pas, est-ce que les data centers dans l'espace, ça sera utile ou pas. Bref, donnez votre avis en commentaire sans filtre et je n'hésiterai pas à vous lire dans tous les cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans le prochain épisode.